Le constat est là, nous sommes déjà dans la catastrophe, elle grandit autour de nous, nous nous y enfonçons et les conditions sont peut-être réunies pour passer à l'étape ultérieure, c'est-à-dire le cataclysme. On est dans un tournant où les masques tombent, pour ainsi dire, et où les promesses d'action pour arrêter la catastrophe climatique sont en train de se déliter véritablement et où on voit apparaître le fond de l'affaire. C'est que les maîtres de l'économie, les grands groupes capitalistes, les multinationales, les gouvernements à leur service, aucun d'entre eux n'a la moindre intention de remettre en cause la combustion de combustibles fossiles, en fait. Si le syndicalisme, si les forces du monde du travail ne parviennent pas à se saisir du défi écologique à partir de point de vue de gauche, de point de vue humaniste, de justice sociale, c'est l'extrême droite qui va utiliser le backlash anti-écologique pour se renforcer. Et c'est quelque part une des leçons de la victoire de Trump également. Aujourd'hui, les catastrophes climatiques sont là. Valence, Nice, Libye, Pakistan sont quelques exemples des lieux frappés par les dernières grandes inondations. Face aux catastrophes climatiques, le capitalisme ne fait qu'empirer les choses. Mais les régimes communistes passés se sont montrés tout aussi destructeurs pour l'environnement. Alors quelles alternatives existent-ils ? Et que peut nous apprendre Marx pour faire face à la crise socio-écologique actuelle ? Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-écologiques. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Tanuro. Daniel est ingénieur agronome et militant éco-socialiste de la gauche anticapitaliste belge. Il a écrit plusieurs ouvrages dont L'impossible capitalisme vert, Trop tard pour être pessimiste et plus récemment Écologie, lutte sociale et révolution. Dans cet épisode, nous allons parler du diagnostic de Daniel Tanuro sur les crises socio-écologiques, ainsi que d'un programme éco-socialiste pour s'en sortir. Bonjour Daniel Tanuro, bienvenue. Bonjour, merci. Comme je disais en off, je me réjouis de présenter le contenu de ce livre. Premièrement parce qu'il est composé en deux parties, d'abord en diagnostic et après en piste d'action. Et dans la première partie, celle du diagnostic, ça ratisse très large. J'ai dit ça et après tu me posais la question, qu'est-ce que tu veux dire par ratisser trop large ? J'ai trouvé ça un plaisir. Pourquoi ? Parce que ça va du GIEC à Marx, de Latour à Jared Diamond, ça précise un peu la pensée éco-socialiste de plusieurs personnes, et ça fait une synthèse. Ça fait une synthèse pour qu'on puisse après, une fois qu'on a bien défini la crise ou les crises socio-écologiques, de pouvoir esquisser un futur. Ben merci. Non mais vraiment, on est à plus d'une centaine d'épisodes et c'est dur des fois de faire des ponts entre les différentes personnes. Je vais citer certaines personnes de temps à autre et ici on arrive à faire des ponts entre tout ça et je pense que c'est une gymnastique difficile ou en tout cas soit ça me manque d'humilité des fois ou ça me manque de voir les liens ou enfin un peu à la Petit Poussin on laisse des liens et il faut les retrouver pour vraiment faire une synthèse quoi. Donc je trouve que pour les personnes qui s'intéressent dans ces sujets, ça permet d'avoir une nouvelle grille de lecture qui synthétise ce que beaucoup d'autres personnes ont dit, mais en mettant des mots là et là-bas très justes. On va peut-être commencer avec les choses un peu plus traditionnelles. Il y a un état des lieux de ce que le GIEC, l'IPBES dit face à la crise écologique, disons. Les rapports du GIEC sont très longs. C'est dur de les parcourir, même les synthèses, il y a peu de personnes qui les lisent. Déjà, tu préfères des fois utiliser le mot cataclysme que catastrophe. Comment tu vois, comment tu lis, comment tu décris le cataclysme ou la catastrophe écologique ? Mais je crois qu'on n'est pas encore dans le cataclysme, c'est-à-dire dans la catastrophe d'importance tellurique, d'ampleur tellurique, le déluge biblique. Si tant est qu'il ait existé, était un cataclysme. Et l'astéroïde qui apparemment aurait percuté la Terre il y a 60 millions d'années, qui provoquait la disparition des dinosaures, bon, ça c'est un cataclysme. On n'en est pas là, mais on est certainement déjà dans la catastrophe et il est trop tard pour l'éviter. Et ça me semble assez évident, sauf si on conteste la validité des diagnostics que tu as mentionnés, celui du GIEC, celui de l'IPBES, celui d'autres programmes de recherche. Celui de l'IPBES, il a l'avantage d'aborder la crise du point de vue global dans ses différentes facettes. Les 9
indicateur de soutenabilité de l'espèce humaine sur la petite planète Terre. Et au moment où le programme, puisque c'est un programme temporaire, donc pas une institution appelée à durer très longtemps, au moment où ils ont conclu leurs travaux, ils estimaient, si je me souviens bien, que les marges de sécurité pour la présence ou la résilience d'Homo sapiens étaient dépassées pour 3 des 9 paramètres, et les chercheurs qui ont poursuivi ces travaux-là, au cours de l'année écoulée, ont estimé que 7, voire 8 des paramètres étaient dépassés. Le seul paramètre pour lequel la situation se soit améliorée, c'est celui de l'état de la couche d'ozone stratosphérique. Et j'aime rappeler tout de même que si ce paramètre s'est amélioré, c'est parce que les gouvernements du monde, pour une raison que j'ignore, je ne suis pas un spécialiste de cet accord de Montréal, de ce traité de Montréal, mais ils ont décidé de recourir non pas à des mécanismes de marché, de droits d'émission, d'échange de droits d'émission, de quotas, etc., mais à une mesure simple de régulation, puisque les composés chlorés sont responsables de la destruction de l'ozone, on va organiser le phasing out, décider le phasing out des composés chlorés en question, et en plus, ils ont été plus loin, ils ont constitué un fonds international alimenté par les pays riches pour permettre aux pays dits en développement, j'aime bien mettre des guillemets, parce qu'ils sont plutôt en sous-développement, mais enfin soit, c'est une autre question, pour leur permettre eux aussi de se passer des composés chlorés et d'adopter les autres technologies, les technologies alternatives. Donc c'est un exemple de ce qu'il faudrait faire face à la destruction de la biodiversité, à la pollution à l'azote et au phosphore, et surtout face au changement climatique. Mais là, ça heurte de front le régime néolibéral et les intérêts capitalistes qui y sont intimement liés. Mais donc oui, moi je pense que, sauf à contester la validité de ce diagnostic, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je pense que le constat est là. Nous sommes déjà dans la catastrophe, elle grandit autour de nous. Nous nous y enfonçons et les conditions sont peut-être réunies pour passer à l'étape ultérieure, c'est-à-dire le cataclysme. Et je mentionne, je crois, dans le bouquin, le cas de ces 2 gros massifs de glaciers, un sur la façade ouest, un sur la façade est de l'Antarctique. L'un, c'est le Totten, l'autre, je ne sais plus le nom que les scientifiques lui ont donné. Et ces 2 massifs de glaciers, ça fait au moins 15 ans que les spécialistes qui les étudient, qui les connaissent par leurs petits noms, dans tous leurs détails, enfin comme des êtres intimes, disent qu'au moins le Totten est en train de se désintégrer, que sa désintégration est inévitable, et au moment où, dans une première étape, cette désintégration, selon ces glaciologues, ferait monter le niveau des océans d'1 mètre ou 1,50 m, mais cette première étape de désintégration provoquerait une déstabilisation des glaciers environnants, dont la glissade vers l'océan s'accentuerait, et en tout, c'est 3,5 mètres. Et il se fait que le massif de glaciers sur l'autre façade, sur la façade est, a exactement les mêmes caractéristiques, et il se fait aussi que les spécialistes estiment que, là aussi, c'est l'équivalent de 3,5 mètres de hausse du niveau des océans. Et donc ça, c'est comme une épée de Damoclès dont on parle très peu. De temps en temps, les médias ressortent le glacier de l'Apocalypse. Il y a eu des titres de presse récemment, le glacier de l'Apocalypse, comme si c'était une nouveauté. Non, il y a plus de 15 ans qu'on sait que ce glacier de l'Apocalypse est là et que l'épée de Damoclès est au-dessus de notre tête. Alors, c'est intimement lié. C'est là que, on entre dans une discussion plus politique, mais c'est le passage de la catastrophe au cataclysme n'est pas inéluctable. Il est très intimement lié à des décisions, non seulement des décisions d'investisseurs capitalistes, qui sont des millions d'investisseurs, mais aussi à des décisions politiques. Et l'élection récente de Trump, à cet égard-là, c'est vraiment l'exemple typique de la manière dont on peut accélérer le passage au cataclysme, puisque j'ai lu là récemment une évaluation de, je ne sais, je crois que c'était de Carbon Brief ou Carbon Tracker, je ne sais plus, un de ces ONG spécialisées dans les émissions de carbone, comme quoi en 4 ans de présidence, Trump pourrait ajouter
selon leurs estimations, 4 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère par rapport au scénario baseline, quoi. Donc là, on est en train, le degré et demi de l'accord de Paris, on peut l'oublier, ça me semble clair, et on va plutôt vers les 3 degrés d'augmentation de la température moyenne de surface, ce qui est probablement le déclencheur du cataclysme. Quand on regarde ces 9 limites planétaires, on se rend compte aussi que cette question de la couche d'ozone, ce n'est que la plus facile à régler, vu qu'il s'agit que de certaines molécules qu'on peut facilement remplacer au final. Oui, et pour un secteur économique très délimité, tandis que la combustion de combustibles fossiles, l'énergie, elle traverse tous les secteurs, par définition, elle les irrigue tous. Oui. Exactement, et du coup, c'est plutôt là où je pense que dans le diagnostic, il faut non seulement qu'on fasse attention à se dire que certaines victoires existent, certains protocoles existent, on peut se fier dessus, mais par contre, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus systémique et beaucoup plus... l'amplitude et la profondeur des changements doivent être beaucoup plus importants. Oui, absolument. Et d'ailleurs, l'exemple de la couche d'ozone, je crois que c'était Dupont de Nemours qui avait le brevet ou la solution technologique alternative. Donc, ils avaient tout intérêt, eux, à ce que le traité de Montréal soit conclu pour qu'ils puissent vendre leur camelote et s'ouvrir un nouveau marché par le remplacement des composés chlorés. Oui, non, c'est clair. Je ne veux pas dire que la solution de la catastrophe climatique pourrait être aussi simple que le traité qui a été conclu à Montréal pour éliminer les chlorofluorocarbones. Pas du tout, je veux pas insinuer ça. Je veux dire qu'il y a tout de même une indication en ce sens que ce sont des mécanismes de régulation qui ont été à la base et pas des mécanismes de libre concurrence sur un marché avec des droits d'émission, etc. Et je crois que cette différence est tout de même très importante. Maintenant, oui, c'est clair, s'attaquer, espérer que puisse émerger une politique permettant d'arrêter la catastrophe, pour ne même pas dire de la faire reculer, dans le domaine de la biodiversité et dans le domaine du changement climatique, demande quelque chose de beaucoup plus complexe et qui, et là, ça rentre peut-être déjà dans le débat aussi politique et social, et qui ne peut pas être envisagé indépendamment d'une mobilisation de la société elle-même pour un changement systémique, comme tu l'as dit. Il faut changer de système, c'est-à-dire il faut sortir du système capitaliste. Au minimum, il faut prendre des mesures radicales qui permettent d'arrêter sa dynamique productiviste qui fait partie de l'ADN du système. Comme disait, comment s'appelle-t-il, un grand économiste bourgeois, c'est pas Karl Marx, j'ai oublié. Son nom, ça me reviendra plus tard. D'ici quelques heures, sans doute, c'est l'âge. Un capitalisme sans croissance, c'est une contradiction dans les termes. Et c'est très juste. Il n'y a pas de capitalisme sans croissance parce que tout capitaliste est obligé par la concurrence de produire plus et de remplacer des travailleurs par des machines pour produire plus. Mais en faisant ça, il diminue ses coûts et donc il augmente sa possibilité d'augmenter son surprofit par rapport à son concurrent, même en vendant un peu en dessous du prix de marché. Mais comme tous les autres font la même chose, on est dans une spirale de productivisme et où chacun essaye de compenser la tendance à la diminution de son taux de profit propre et de celle du système par une augmentation de la marge de marchandises produites. Donc, il n'y a pas de capital sans croissance et pas seulement de croissance du PIB, parce que ça, finalement, ce n'est qu'une conséquence de la dynamique croissanciste du système, mais il n'y a pas de capitalisme sans croissance de la production matérielle, donc de la consommation d'énergie, et cette énergie, aujourd'hui, elle est à combien 79%, je crois, d'origine fossile. Et j'aime bien rappeler que cette part des fossiles dans le mix énergétique n'a fait que diminuer de 3 ou 4% en 35 ou 40 ans, depuis la signature des accords de Rio, du sommet de la Terre sur la constitution de la Convention cadre des Nations Unies, etc. Donc, en fait, la part des fossiles diminue à peine, ce qui veut dire que on nous raconte des carabistouilles, si je peux dire comme ça, quand on nous dit que la transition énergétique est en marche. Il n'y a pas de transition énergétique en marche. Il y a une explosion du recours
aux technologies renouvelables, au solaire, à l'éolien, mais pour l'essentiel, cette nouvelle production d'énergie propre, entre guillemets, s'ajoute pour l'essentiel, pas totalement, mais pour l'essentiel, elle s'ajoute à la consommation d'énergie par les fossiles. Et la cause de cette dynamique cumulative, c'est précisément le fait qu'un capitalisme sans croissance est une contradiction dans les termes. Donc, il faut toujours plus d'énergie, même si l'efficience énergétique augmente. Et les ingénieurs ont des tas d'expressions pour nous dire ça va aller, la situation est sous contrôle, mais elle ne peut pas l'être. Et je pense que c'est là la grosse différence et qu'on doit faire un tout petit peu attention, c'est quant aux solutions qui sont proposées, quoi. On va le voir, que ce soit par rapport à la maladaptation, que ce soit face à la géo-ingénierie, c'est face à toutes c'est en aucun cas essayer de remettre en cause le système. En aucun cas, c'est vraiment essayer de mettre des pansements à gauche, à droite, jusqu'à détruire le climat, si possible, quoi. Petite pause avant la prochaine partie. Ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci et place à la suite. Oui, et je pense que de ce point de vue-là, ce n'est pas sans lien avec... Enfin, le lien n'est pas mécanique, mais c'est pas sans lien avec la conjoncture politique, avec la victoire de Trump aux élections présidentielles américaines. On est dans un tournant où les masques tombent, pour ainsi dire, et où les grandes intentions, les promesses d'action pour arrêter la catastrophe climatique, pour trouver une issue, sont en train de se déliter véritablement, et où on voit apparaître le fond de l'affaire. C'est que les maîtres de l'économie, les grands groupes capitalistes, les multinationales, les gouvernements à leur service, aucun d'entre eux n'a la moindre intention de remettre en cause la combustion de combustibles fossiles, en fait. Ils veulent, et en tout cas, pas ceux que les propriétaires des mines de charbon, des gisements de pétrole et des réserves de gaz. Pour eux, toutes ces réserves font partie de leur capital. Elles sont dans leur livre de compte à la colonne des actifs. Donc, on va pas les supprimer. Et donc, on voit surgir effectivement ce que tu mentionnes. C'est ça c'est les technologies de capture-séquestration du carbone, c'est les projets de géo-ingénierie, c'est les plantations d'arbres pour capter du CO2 atmosphérique. C'est le grand retour en force du nucléaire. Donc c'est tous ces artifices-là, en fait, qui occupent aujourd'hui le premier plan des discussions et des scénarios sur lesquels s'appuient les gouvernements. Et donc, on peut être extrêmement circonspect. Enfin, je suis plus que circonspect. Je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas d'issue dans ce sens-là. Dans Trop tard pour être pessimiste, j'avais fait un petit survol des technologies, soit de capture-séquestration, soit de géo-ingénierie, et j'avais trouvé des choses tellement aberrante que ça saute aux yeux de n'importe quel esprit normalement constitué. Enfin, notamment cette idée qu'on pourrait capter le CO2 atmosphérique en répandant de la chaux dans les océans, et que cette chose transformerait en calcaire qui précipiterait sur les fonds océaniques, et que, en répétant l'opération, on finirait par retirer du CO2 de l'atmosphère. Le petit détail, le petit couac dans le raisonnement, c'est qu'on produit de la chaux à partir du calcaire en le calcinant et donc en émettant du CO2. Et donc, si en bon chimiste, avec ce qui me reste de mes cours de chimie, la quantité de CO2 émise à la calcination va correspondre à la quantité de CO2 captée par la chaux répandue dans les océans, sans compter l'énergie qu'il faut pour calciner la chaux, et sans compter l'énergie qu'il faut pour répandre la chaux, et sans compter l'énergie qu'il faut pour produire les bateaux pour la répandre, puisque je me souviens de cette publication, c'était une publication très sérieuse d'ailleurs, et qui disait que le nombre de bateaux qui serait nécessaire pour répandre cette chaux dans les océans est supérieur au nombre, à la flotte commerciale aujourd'hui au niveau mondial. Donc il faut construire les bateaux. Donc ce sont des projets absolument insensés, tous,
Et les projets de capture par les plantations d'arbres sont tout aussi insensés. Ils permettent à des capitalistes de faire des affaires en vendant des crédits d'émissions carbone. Et c'est pas par hasard que les Émirats arabes unis, là, autour de la COP, la précédente, ils ont acheté massivement des terres dans plusieurs pays africains pour acheter des forêts pour des baux amphithéotiques avec le monopole de la capture du CO2 et surtout des crédits qu'ils pourront vendre sur le marché. Donc en même temps, ils se présentent comme les champions comment était la formule à cette COP du phasing out. Non, c'est pas du phasing out. Il y avait une autre expression pour dire on va quand même s'attaquer aux combustibles fossiles, mais en même temps, voilà, c'est ça le véritable agenda. Donc, pour ma part, on va. Et je n'aborde même pas la question ce qu'on appelle les géo-ingénieries, donc tous les projets plus ou moins fumeux d'envoyer des particules réfléchissantes dans l'espace pour diminuer le rayonnement solaire. Enfin bon, tout ça sont vraiment des projets de cinglés. La solution de bon sens, c'est effectivement de réduire la consommation finale d'énergie au niveau mondial et de le faire dans la justice sociale nord-sud, mais aussi pauvres-riches dans les pays pauvres et dans les pays riches. Ça, c'est la solution de bon sens, mais elle est complètement à rebrousse-poil de la logique croissanciste du capitalisme. Quand on lit toutes ces solutions aussi, au mieux, c'est une spéculation sur quelque chose qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. Ça peut être juste postposer le problème. On finit nos actifs pendant qu'on promet une solution future qui va peut-être ne jamais fonctionner. Oui, mais finir les actifs, il y en a pour quelques centaines d'années. Il y a au moins 300 ans de combustion de charbon au rythme actuel en réserve prouvée. Donc, oui, non, mais je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais dans tous les cas, par exemple, dans ce cas d'achat de terres, de reforestation, etc., tout ça redevient aussi une espèce de nouvelle forme de colonialisme où j'ai eu un interview avec Farhana Sultana qui parle de colonialisme climatique ou colonialisme vert, etc. etc. Donc au mieux, c'est juste de la spéculation, mais au pire, ça redevient non seulement des profits pour certaines personnes, mais une nouvelle couche d'exploitation de terres, de personnes et tout ça, quoi. Oui, ça me semble absolument indiscutable. Et, j'ai plus les données précises en tête, je les avais mentionnées dans le bouquin sur la quantité, le nombre de millions d'hectares qui sont acquis par les Émirats arabes unis en Afrique pour pour s'approprier la capture du CO2 par les écosystèmes forestiers. Mais c'est énorme. C'était la moitié de la France ou quelque chose comme oui, ça. Quoi, ouais. Au moins. Donc c'est absolument colossal. Et encore ça, c'est uniquement les Émirats arabes unis. Donc il y a des capitalistes partout qui font la même chose. Et je dirais, à la limite, que s'approprier des forêts équatoriales existantes, c'est encore le moindre mal. Mais le pire, c'est les plantations d'arbres, parce que là, il ne s'agit pas de reforestation, il s'agit de plantation industrielle d'arbres en monoculture, d'eucalyptus ou de saules dans nos pays, des espèces à croissance rapide, qu'on récolte pour faire de la biomasse énergétique. Mais ça n'a strictement rien d'écologique. Ces plantations en monoculture sont des déserts verts. Tout le monde peut voir sur la toile des images des plantations d'eucalyptus en Amérique latine, au Brésil notamment. Il n'y a rien qui pousse en dessous et il n'y a rien qui vit dedans. Et en plus, ça consomme énormément d'eau, ça demande beaucoup de pesticides pour les premières années de croissance. C'est absolument, absolument délirant et criminel. Et ça se fait au détriment des droits des populations, des peuples indigènes et des communautés rurales qui sont bien souvent expropriées de leurs terres. Je me souviens d'avoir lu une publication excellente d'ailleurs du Tyndall Center on Climate Change Research sur des projets de capture du CO2 atmosphérique par les écosystèmes forestiers. Je crois que l'étude portait sur le Belize en Amérique centrale, si je me souviens bien, et ils expliquaient comment des populations indigènes qui vivaient en symbiose avec la forêt étaient dorénavant exclues de ce qui fait leurs ressources à eux, et qu'ils ont
qu'ils ont modelé à travers les siècles, qu'ils ont façonné en l'exploitant de façon soutenable à leur manière. Donc oui, la dimension néocoloniale et d'aggravation du néocolonialisme est absolument évidente dans tous ces projets, de même qu'elle est évidente dans la manière dont les métropoles impérialistes, qui sont de loin les principaux responsables historiques des émissions de gaz à effet de serre, veulent imposer, veulent échapper à leur obligation inscrite dans la Convention cadre d'avoir un partage de la responsabilité qui soit juste à l'égard des émissions passées. Donc ils sont en train d'y échapper en mettant systématiquement l'accent sur les émissions présentes, etc. Et à la limite, en faisant un chantage à la catastrophe et à l'aggravation de la catastrophe vis-à-vis des pays les plus pauvres, comme quoi ils n'ont pas d'autre possibilité que de se soumettre à l'ordre planétaire qu'on va leur imposer, point à la ligne, quoi. C'est d'un cynisme absolu, d'un cynisme et d'une brutalité qui sont véritablement révoltants. Oui, non, mais tout à fait. Je pense que face à ça, il y a beaucoup de personnes qui s'opposent farouchement au mot valise anthropocène, de se dire que oui, certes, on est dans une nouvelle ère ou dans un nouveau moment où l'impact anthropique est prédominant. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais ce mot valise n'englobe pas tout le temps toutes ces facettes que nous venons de dire. Non, bien sûr. D'exploitation, d'expropriation, de profit, de plein d'autres choses. Bon, évidemment, les alternatives sont nombreuses, il y en a des dizaines. Je pense dans le livre de Fressoz et Bonneuil sur l'événement anthropocène, il y en avait une quinzaine, une vingtaine. Je ne me souviens pas. Voilà. Mais j'aimais beaucoup leur démarche à eux sur ce débat-là. Oui. Ouais. À mon avis, c'est le bon sens. Mais peut-être qu'on peut toucher un mot sur ça, quoi, parce que bon, les alternatives les plus connues, c'est peut-être le capitalocène, c'est peut-être le plantationocène, l'androcène, enfin il y en a plein d'autres. Comment tu vois ce débat? Pourquoi tu penses que cette approche de Bonneuil et de Fressoz est peut-être correcte? J'ai l'impression que tout ce débat sémantique nous détourne de l'essentiel, en fait. Ça, c'est le fond de mon opinion. Bon, on discute d'aire géologique. Alors, si on discute d'aire géologique, c'est peut-être des reliquats de scientisme dans ma pensée, mais il me semble qu'il faut tout de même se référer aux critères des géologues. Bon, alors je sais que la Commission internationale de géologie, dont j'ai oublié le nom exact, a décidé récemment qu'on n'était pas entré dans une nouvelle ère, qu'on est toujours dans l'Éocène. Je crois que cette décision est très contestable, mais je ne suis pas géologue moi-même. Mais donc, si on se fie à des critères de géologue, il faut qu'il y ait des marqueurs stratigraphiques du passage d'une ère à une autre. Donc on ne peut pas dire on est dans le capitalocène et il a commencé en 1492 parce que en redécouvrant les Amériques, Christophe Colomb marque l'entrée dans la modernité et donc dans le capitalisme, même s'il n'est à cette époque-là que très naissant. Bon, c'est pas encore le capitalisme, c'est le règne du capital qui commence, mais c'est pas encore la généralisation des rapports capitalisme. Enfin, soit peu importe. Ça, c'est la thèse de Jason Moore. Oui, c'est la thèse de Jason Moore. Mais alors, on fait fi des critères stratigraphiques, des marqueurs stratigraphiques. Alors, on considère que c'est les antécédents historiques, économiques, sociaux, qui ont finalement plusieurs siècles plus tard donné naissance aux marqueurs stratigraphiques, que c'est ça qui permet de déterminer une ère géologique. Mais dans cette logique-là, c'est sans fin. Enfin, je veux dire, parce que la condition du capital, c'est l'existence de la monnaie. Alors on pourrait faire remonter le capitalocène à l'invention de la monnaie dans l'Antiquité. Et je trouve que tout ça n'a pas beaucoup de sens et que même il y a un certain danger à s'aventurer sur cette pente-là, parce que si on en reste sur les marqueurs stratigraphiques, hausse du niveau des océans, chute brutale de la biodiversité, ces choses-là, le constat, c'est un constat scientifique, c'est que s'il y a ère nouvelle, elle commence quelque part après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a quelque part un certain confort
pour des anticapitalistes à dire que c'est là que ça commence. Ça coïncide avec les critères stratigraphiques. Si on fait remonter le Capitalocène à 1492 ou à l'apparition de la monnaie ou au développement du capital marchand dans l'Antiquité, ben alors là, on glisse véritablement sur une interprétation qui rapproche paradoxalement disons, de tous les courants essentialistes qui défendent le terme anthropocène parce qu'ils pensent que c'est anthropos, l'être humain générique, qui est la cause de la catastrophe écologique. Et il n'en manque pas des gens qui prétendent ça, hein, ou qui prétendent que c'est l'apparition du feu, ou que c'est l'invention de l'agriculture, que ça sont les grandes catastrophes provoquées par notre espèce. Donc je pense que c'est se mettre sur une pente dangereuse. Alors, je comprends, évidemment, j'ai des camarades, puisque je suis un militant anticapitaliste, hein, comme tu l'as dit, membre de la gauche anticapitaliste en Belgique, membre de ce petit réseau militant qui s'appelle un peu pompeusement la 4e internationale. Donc, j'ai des amis, des camarades qui défendent l'idée du capitalocène. Je peux comprendre qu'ils le fassent. Quelque part, c'est agréable en tant que militant anticapitaliste de dire c'est la faute du capitalisme, donc c'est le capitalocène. Mais je trouve que ça nous met sur cette pente glissante que je viens d'essayer de résumer. Même chose, je comprends que des militants ou des personnes qui luttent contre le colonialisme préfère le concept qui a été introduit par, je crois, la première par Anna Zink, l'idée du plantationocène, donc c'est le début des grandes plantations industrielles ou semi-industrielles qui est la cause du dérèglement. J'ai une certaine sympathie, j'ai même beaucoup de sympathie pour les positions anticolonialistes et anti-impérialistes, mais ça ne résout rien, c'est le même problème. Même chose avec l'idée d'androcène, qui est défendue par quelques militantes féministes françaises. Donc voilà. Donc, au final, je préfère effectivement la démarche de Fressoz et Bonneuil dans l'événement anthropocène, où ils disent OK, les géologues, les spécialistes en sciences dures, s'ils estiment qu'il y a changement d'air et s'ils estiment qu'il faut l'appeler anthropocène, admettons, c'est leur constat à partir de leur science, mais interrogeons-les, interpellons-les sur les mécanismes sociaux, historiques qui ont permis ce basculement d'air géologique éventuel. Ça me semble une méthode plus fructueuse, plus féconde et qui évite les discussions à l'infini sur des concepts qui finalement en viennent à perdre, selon moi, beaucoup de signification ou même à perdre toute signification, comme quand Donna Haraway dit qu'il faut parler du Stulucène. Enfin, qui comprend ça? Enfin, moi, je n'ai pas vraiment compris. Hein, donc, je trouve que, comme je suis un militant, j'ai tout de même une préoccupation d'efficacité, pour ainsi dire, de l'action et du discours qu'on tient. Et là, je trouve que l'efficacité, elle est nulle. À la limite, ça relève de la poésie et chacun a le droit de faire de la poésie. C'est très positif. J'aime beaucoup la poésie, mais bon, ça ne fait pas avancer le combat contre la catastrophe et le cataclysme qui vient, quoi. Oui, c'est vrai que ne soyons pas plus religieux que le pape en essayant de trouver absolument des manières d'expliquer la chose. Raj Patel, un collègue de Jason Moore, parlait de le marqueur va être peut-être les os de poulet oui, qui vont être retrouvés le plus. Mais c'est sûr, quand on regarde toutes les courbes, il y avait de la grande accélération. Will Stephen et compagnie avaient fait cette publication-là. Et on voyait que c'était vraiment le point d'inflexion, c'était autour de la Seconde Guerre mondiale, où on passait du linéaire vers l'exponentiel, quoi. Oui. Et c'est vrai que on le voit dans tout, quoi. Mon diagnostic, au fait, il a fallu plus ou moins 200 ans pour changer non seulement les infrastructures, les pratiques et puis les forces sociales, pour que, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on puisse faire tout ça. Mais il a fallu quand même du travail de 100 ans, 150 ans, 200 ans pour tout transformer. Oui, et puis pour étendre le système industriel au niveau mondial, pour avoir un capitalisme mondial. Hein, il naît en Angleterre, puis il se répand très vite, mais la transformation, elle a tout de même pris, comme tu dis, 100, 150 ans
Et voilà, maintenant on est dedans et on essuie les plâtres, ou on essaye de les essuyer, oui, en effet. Mais bon, je pense que c'est important et intéressant de distinguer les deux. L'événement, disons, dans le temps où se trouve la charnière, anthropocène et pré-anthropocène, mais aussi les mécanismes qui accumulés font que l'anthropocène existe, quoi. Ben oui, et je pense que c'est là que Fressoz et Bonneuil ont raison. Donc, pour les, disons, les chercheurs en sciences sociales, l'apport qu'ils peuvent avoir dans ce débat, c'est de déstabiliser le scientisme des chercheurs en sciences dures, et notamment des géologues, hein, qui, en matière de sciences dures et de scientisme, sont un peu les champions, toutes catégories, de l'essentialisme. Et les déstabiliser en les interpellant à partir de, oui, mais quels sont les mécanismes historiques qui ont fait, sociaux et historiques. Et c'est là, à mon avis, c'est ça le combat à mener, plutôt qu'un combat sur la sémantique. Et si on utilise du coup ces connaissances-ci, que ce soit historiques, des sciences sociales, des sciences politiques et tout ça, comment tu vois par exemple dans la nouvelle mouture du GIEC, disons le rapport 7, qu'est-ce qui serait intéressant qu'on construise? Quels sont les angles morts? Quelles sont certaines nouvelles imaginaires qu'on doit mettre en place? Enfin, quels sont encore les angles morts à explorer là-dedans? Je suis pas sûr de pouvoir dire quelque chose d'intéressant sur ce sujet-là. C'est vrai que dans la dernière période de mon activité professionnelle, j'ai travaillé dans le cadre du GIEC, si on veut, petitement, et j'ai même participé à des assemblées générales du GIEC. Bon, dont les délibérations sont secrètes, paraît-il, hein. Donc j'ai vu comment ça fonctionnait de l'intérieur, et j'ai noté dans le 6e rapport tout de même une poussée en force de travaux de recherche qui relèvent d'une pensée antisystémique. Alors ça, c'est vraiment nouveau. Il y a plusieurs dizaines d'occurrences du terme décroissance dans le rapport intégral. Pas dans le résumé, mais le résumé a repris la notion de sobriété en y accolant une définition qui est vraiment très très bien du point de vue écosocialiste, qui est impeccable même, hein. Satisfaire les besoins humains dans la justice sociale et dans le respect du fonctionnement des écosystèmes. Enfin, je ne cite pas littéralement, mais c'est l'esprit, donc c'est impeccable. Donc je suppose que cette poussée va continuer, mais j'ai l'impression que le cycle qui va donner le cycle du 7e rapport va être hégémonisé ou dominé par l'élaboration des solutions, comme on dit. Et que je, je pense, mais c'est un peu au doigt mouillé, je pense que c'est la raison ou une raison importante pour laquelle Jim Ski a été choisi comme nouveau président du GIEC, puisqu'il présidait le GT3 sur la mitigation, hein, donc les solutions pour réduire les émissions ou les compenser. Et je pense que du côté des gouvernements ou de ceux qui tiennent la dragée le plus haut dans les travaux du GIEC, donc disons qui sont en même temps les grands pollueurs, les grandes puissances capitalistes et les nouveaux venus, la Chine, l'Arabie saoudite, les Émirats, tout ça, de ce côté-là, la préoccupation, ça doit être plutôt, OK, il nous faut des solutions maintenant. Et donc, on retombe là sur géo-ingénierie, capture, séquestration technologique, capture écosystémique. Et donc, voilà, c'est un peu à soupçon à vérifier. Donc, mais je pense et j'espère que les chercheurs qui ont commencé à mettre le pied dans la porte d'une pensée, avec une pensée antisystémique, ceux que j'appelle les décroissants sociaux et démocratiques, on pourrait ajouter, et d'après ce que tu m'as dit, tu en as reçu ici dans le podcast, je suis certain qu'ils vont continuer leurs travaux et continuer à mettre la pression, continuer à essayer d'ouvrir la brèche et d'imposer un débat entre différentes options fondamentales, ou bien on continue avec les technologies d'apprentis sorciers comme pansement
au sparadrap sur le productivisme du capital, ou bien on prend des mesures de réduction de la consommation finale d'énergie, donc de la transformation de matière. Donc je suis convaincu qu'ils vont faire ça, ils et elles vont le faire, et j'espère qu'ils vont pouvoir faire tourner les modèles climatiques avec des scénarios de ce genre qui permettront de mettre un peu plus de chair autour de l'os. Mais je ne crois pas que... bon, ce sont des points d'appui, hein. Je pense même que c'est très important que ce courant existe dans la recherche scientifique, parmi les chercheuses et les chercheurs. Je crois que c'est ultra important. Et je pense que disons, les militants ou les penseurs antisystémiques ne peuvent pas faire l'économie d'avoir un dialogue avec ce courant-là dans la recherche. Je pense qu'en tant que marxiste non dogmatique, moi je regarde comment Marx et Engels ont fonctionné avec les recherches scientifiques de leur époque. C'est tout à fait remarquable. C'était une attention constante pour l'évolution des connaissances, l'évolution des problématiques étudiées, comment Marx a suivi la pensée de Liebig et a tourné, quand Liebig a tourné sur la possibilité de développer à l'infini la productivité agricole. Voilà, c'est remarquable. Puis comment il a critiqué Liebig pour son malthusianisme et s'est intéressé à d'autres chercheurs comme Frasse qui commençaient à envisager le rapport entre la déforestation et le climat. Enfin bon, donc voilà, je crois qu'en tant que militant et militante anticapitalistes, il faut reprendre l'ouverture d'esprit de Marx et l'attention de Marx et d'Engels pour le développement d'une science critique, et que de ce point de vue-là, les écosocialistes, quelle que soit leur chapelle, ont tout intérêt à se lier à ce courant qui monte dans le GIEC et qui secoue le cocotier fameusement quand même. Hein. Peut-être pour fermer ce chapitre-ci, donc quand on parle de ces personnes, on pense évidemment à Yamina Saeb qui a introduit le concept de sobriété dans le dernier rapport du GIEC. On pense à Julia Steinberger et ses collègues Jason Nickel et Giorgos Scali sur leurs gros projets qui vont créer des modèles. On avait reçu aussi Lawrence Kaiser qui fait des modèles alternatifs. Je ne connais pas, désolé. Un des doctorants de Julia. Donc, oui, elle m'en a parlé. Oui. Ouais, et je trouve que c'est vraiment stimulant, en tout cas, parce que, petit aparté, c'est pas le GIEC qui développe ces modèles, le GIEC demande, plein d'instructions, et puis c'est des personnes, des chercheurs et des chercheuses qui font tourner leurs propres modèles. Il y en a X, il y en a 5 ou 6, si je pense bien. Et puis, après, on regarde les résultats de ces modèles, et après, on met les résultats des modèles dans le rapport. Mais ces modèles et aussi les instructions données par le GIEC ont des biais, quoi. Là-dedans, il y a pas de réduction de croissance économique, il n'y a pas une convergence de combien gagnent les pays du Sud et les pays du Nord, etc., etc. Il y a des inégalités qui sont, malgré nous, introduites dans les données de départ et du coup qu'on va retrouver à l'arrivée aussi. Donc ça reste pour moi vraiment des moments passionnants si on trouve que si on rajoute des données de départ qui sont plus intéressantes, c'est sûr qu'on va trouver des données en sortie qui vont également être très intéressantes. Mais de ce point de vue-là, si tu veux, il y a une manifestation claire de mon intérêt personnel, moi, pour le contact avec ces chercheuses et ces chercheurs-là, et c'est le fait que Timothée Parikh, auteur de Ralentir ou périr, un excellent bouquin, qui fait partie de cette galaxie informelle de décroissance socio et démocratique, comme je les appelle. Il a accepté de préfacer mon petit bouquin là. J'en étais extrêmement content. Pour moi, c'est un signe qu'il y a un rapprochement, qu'il y a une volonté de collaborer, une volonté de débattre. Et je pense que ça a son petit effet, qu'une série de gens qui suivent de loin et avec un certain scepticisme l'évolution du courant écosocialiste se disent tiens, quand même là, ils entrent en débat avec des vrais scientifiques. Hein. Ouais. Je pense que c'est pas un hasard. Hein. On s'est retrouvés à trois avec Timothée et toi après la conférence Beyond Growth. Ouais. C'est typiquement ce moment d'alliance. On va venir plus tard sur les solutions, les alliances à faire, où se retrouver, comment se rapprocher.
Euh, on va peut-être faire une petite parenthèse marxiste pour dire, tu as parlé de Marx et de Engels, qu'est-ce qu'on en apprend, pourquoi c'est intéressant, sachant évidemment que il y a du bon et du mauvais, hein. Il ne faut pas glorifier Marx dans toute sa puissance parce que il a aussi fait des tournants lui-même. Il s'est aussi inspiré par d'autres personnes au fur et à mesure. Le marxisme, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à venir piocher là-dedans et mettre aussi en garde certains points parce qu'il y a eu quand même un passé très productiviste du marxisme. Donc, quelles sont un peu les choses à garder en tête, positives et négatives, quand on pense de Marx au vu de la situation actuelle, hein. Bon, évidemment, dans son passé à lui, il faut se souvenir, c'était Engels avait fait des choses sur Manchester, une ville qui était pauvre, ouvrière, avec plein de pollution atmosphérique également à l'époque. Mais qu'est-ce qu'on apprenait à l'époque et comment on peut le transposer à aujourd'hui? Mais je crois qu'effectivement, il faut faire très attention parce qu'il y a une tendance à faire de Marx une icône. Mhm. Et bon, lui-même disait, la seule chose dont je suis sûr, c'est que moi, en tout cas, je ne suis pas marxiste. Ce que je trouve assez élégant. Et sa devise favorite, paraît-il, était De omnia dubitandum est, hein. Il faut pouvoir douter de tout. Et je pense que c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Donc c'est un chercheur rigoureux, qui applique une méthode scientifique dans les sciences sociales et historiques, et dont la pensée n'a pas arrêté d'évoluer. Et effectivement, il y a des tournants très très important dans son parcours intellectuel et dans son diagnostic. Euh, un ami défunt, Daniel Ben Saïd, grand intellectuel français, marxiste, membre de mon courant, enfin du même courant politique que moi, avait dit un jour, il y a chez Marx un ange vert et un démon productiviste. Et c'est une formule lapidaire qui m'a toujours interpellé parce que c'est vrai, on peut trouver chez Marx des citations complètement productivistes et d'autres qui sont au contraire, qui anticipent sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosocialisme et même sur Lovelock et son hypothèse Gaïa, si on veut, hein, à travers l'idée du métabolisme entre l'humanité et le reste de la nature. Et donc, c'est une question vraiment difficile parce que on peut considérer que dans ces écrits de jeunesse, ce qu'on appelle les manuscrits de 44, ce qui est frappant, c'est un naturalisme de Marx. Et puis vient une période qui est vraiment franchement productiviste, avec des écrits qui sont malheureusement, on pourrait dire canoniques, qui sont peut-être les plus connus, ou si pas les plus connus, les plus diffusés. Le manifeste communiste qui parle de libérer la croissance des forces productives et la quantité des forces productives matérielles, puis la fameuse introduction à la critique de l'économie politique, puis ce qu'on appelle les Grundrisse, hein, le brouillon du capital, qui n'a jamais été publié du temps de Marx, mais qui est un livre, enfin un ouvrage extrêmement intéressant et très riche. Et puis le capital. Et dans le capital et dans les théories sur la plus-value, là on retrouve comme un écho du jeune Marx et de son naturalisme. Et en fait, l'énigme de l'ange vert et du démon productiviste, elle a été, je trouve, très très bien élucidée de façon brillante par Kohei Saito, hein, ce chercheur japonais, marxologue, qui lit et parle l'allemand. Donc, lui, il a mis en évidence qu'il y a un véritable changement de paradigme chez Marx, que dans le manifeste communiste, l'émancipation humaine dépend de la libération, de la croissance des forces productives, hein, bridées par les entraves que le capitalisme pose à cette croissance et à ce développement, tandis que dans le troisième livre du Capital, euh, le, le paradigme de le paradigme change. L'émancipation humaine est définie comme la gestion rationnelle des échanges de matière, Stoffenwechsel, hein, en allemand, entre l'humanité et le reste de la nature, que cette gestion rationnelle
On peut s'interroger sur ce que Marx voulait dire par rationnel, de quelle raison s'agit-il, mais il ne s'agit pas d'une raison instrumentale. Ce qui est autour dans le document le montre clairement. Il s'agit d'une rationalité humaniste et à la fois précautionneuse des générations futures et donc précautionneuse de la qualité de la Terre. Plutôt que la planète, on ne disait pas la planète, on disait la Terre, dans l'esprit de Marx. Et la condition de cette gestion rationnelle, c'est la réduction radicale du temps de travail, c'est-à-dire déjà une démarche décroissanciste, si on veut. Alors ça, c'est vraiment brillant chez Saito. À mon avis, l'erreur qu'il commet, enfin le bémol que je mettrais, c'est que c'est paradoxal, tout en mettant en évidence ce tournant et d'autres, qui n'est pas n'importe quel tournant, qui est un tournant majeur, il pêche malgré tout par un côté apologétique de Marx. Et là, il y a quelque chose de contradictoire. Et sur ce plan de l'apologie, il rejoint malheureusement ceux qu'on appelle les éco-marxistes, John Bellamy Foster et Paul Burkett, qui est décédé récemment, qui ont été jusqu'à écrire que l'écologie était au cœur du marxisme, the very heart of Marxism, ce qui, à mon avis, n'a véritablement aucun sens. La préoccupation, la réflexion sur la place de l'humanité dans la nature et le lien entre l'humanité et le reste de la nature est certainement au cœur du système philosophique de Marx, mais enfin, il est au cœur du système philosophique de tous les philosophes depuis que la philosophie existe. Ce n'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est effectivement cette idée de gestion consciente par l'humanité, d'une gestion, d'une rationalité de ces relations, de ces échanges de matière avec la planète et avec le reste du vivant. Donc voilà, alors pourquoi est-ce que moi je me dis marxiste ? Moi je me dis marxiste en ce sens que, selon moi, la critique par Marx du mode de production capitaliste et du capital, qui sont deux choses un peu distinctes. Il n'y a pas de capitalisme sans capital, mais il peut y avoir un capital sans capitalisme, c'est-à-dire sans généralisation des relations de la relation sociale que constitue le capital. Donc cette analyse et cette critique, selon moi, sont absolument incontournables pour comprendre la catastrophe écologique grandissante et pour lutter contre. Ça, pour moi, là, il n'y a pas photo. Le penseur, le chercheur qui a mis en évidence la logique productiviste, fondamentalement productiviste du capital et du capitalisme, c'est Marx. Et il le fait, c'est dès la première section du livre 1 du Capital, quand il compare l'opération économique qui consiste à vendre pour acheter, marchandises, argent, marchandises, à l'autre opération qui consiste à acheter pour vendre, argent, marchandises, argent. Et Marx fait la comparaison entre les deux, on pourrait la résumer en un tableau, j'ai déjà fait dans des cours de formation, c'est très instructif, très éclairant, parce que l'opération vendre pour acheter, c'est une opération qui s'éteint avec l'achat. Une fois que la personne qui a vendu un bien qu'elle avait en trop pour en acquérir un autre, en fait, c'est une forme de troc. Une fois qu'elle a acquéri ce qui lui manquait, c'est fini. Il n'y a plus d'argent. L'argent sort du circuit, le besoin humain est satisfait et on s'arrête là, jusqu'à une nouvelle opération de vente pour achat. Tandis que acheter pour vendre n'a de sens que si, au bout de l'opération, il y a plus d'argent qu'au début, évidemment, parce que l'argent ne se mange pas. Donc, s'il n'y a pas plus d'argent, si on investit 100 dollars ou euros pour acheter une marchandise et la revendre pour 100 dollars ou euros, il n'y a aucun avantage. Donc, il faut qu'il y ait plus d'argent. Et le plus d'argent, pendant des siècles, il est venu des opérations purement commerciales, capital marchand et de la spéculation par les usuriers, l'usure, ancêtre du capital financier. Mais à partir de la révolution industrielle, l'argent, le capital s'empare de la production matérielle elle-même. Et là, le cycle argent, marchandise, plus d'argent montre toute sa nocivité potentielle. Donc c'est cette analyse-là qui est absolument décisive et qui explique que la question du rapport salarial doit être au cœur de la réflexion aujourd'hui de
de ceux qui cherchent une issue pour empêcher l'approfondissement de la catastrophe, parce que c'est l'exploitation du travail salarié qui permet que l'argent se transforme en plus d'argent. Le fait que c'est le travail humain qui seul peut produire de la valeur, et donc une valeur nouvelle, que donc la plus-value vient du travail, et donc on est avec le nez sur l'obligation de penser à cette grande question stratégique qui occupe toute la deuxième partie de mon petit bouquin ici, qui est la question comment détacher une partie au moins du salariat, de la classe ouvrière, on l'appelle n'importe comment, des travailleuses et des travailleurs, comment les détacher de ce système productivistes, capitalistes, dont ils font partie, puisque leur force de travail est achetée comme capital. Marx l'a défini, il dit c'est le capital variable. Il l'appelle capital variable parce qu'il permet de produire une valeur nouvelle, que donc la valeur varie. Donc ils font partie du capital. Comment les détacher de ce capitalisme dont il faut partie pour se hisser à la hauteur du défi que représente le fait que ce système dont il faut partie emmène l'ensemble de l'humanité droit dans le mur. Pour moi, ça, c'est la question stratégique absolument, absolument centrale. Alors, je ne dis pas que les autres mouvements sociaux n'ont pas d'importance, ce n'est pas du tout mon avis, hein, bien au contraire. Mouvements féministes, lutte écologique radicale comme celle des zadistes ou des soulèvements de la terre, peuples indigènes, petits agriculteurs bio, tout ça c'est extrêmement important, mais ça doit absolument se poser le problème stratégique de comment casser le lien contre nature entre le productivisme capitaliste et les travailleurs exploités qui alimentent ce productivisme. En effet, il y a là-dedans cette question du travail hein, qui est centrale. Je pense qu'il y a quand même d'autres éléments qui sont des fois touchés, des fois pas touchés. Bon, évidemment, Marx est emblématique dans les questions de métabolisme parce que il a utilisé le mot de Liebig 30 ans après qu'il ait découvert ou quelque chose comme ça, ou en tout cas décrit. Donc c'est vrai que dans les questions métaboliques, Marx se retrouve tout le temps, mais je pense qu'il y a vraiment d'autres éléments qui sont intéressants. Typiquement, essayer de se dire quel est le rôle de la production, quel est le rôle aussi de cette cassure, brisure métabolique, le metabolic rift qu'on décrit parfois. Au fait, ce qui serait intéressant pour passer dans cette partie plutôt implémentation ou cette partie solution, c'est aussi de se dire, les fois où le marxisme a mal été implémenté et ce qu'on doit faire aujourd'hui pour qu'il s'implémente mieux. Évidemment, tout le monde va être critique de certains partis communistes, soit trop centralisés, soit trop productivistes, enfin, il y a eu certains éléments et je pense que c'est le rapport à la technique qui n'était pas forcément le bon, quoi. Enfin, on a eu François Jarige, par exemple, sur cette question du rapport à la technique, qui revient au final à un rapport aux besoins. Quels sont les besoins principaux à satisfaire et comment on y arrive. Et je ne sais pas comment on se détache du passé. Enfin, on peut parler de l'assèchement de la mer Aral, des exterminations des moineaux en Chine, de Tchernobyl. Enfin, il y a eu plein de désastres également de ce côté-là. Oui. C'est quoi la troisième voie, ou en tout cas la voie future, sachant qu'on doit avoir un rapport au salariat, un rapport à la technique, un rapport à l'écologie. Et qu'est-ce qu'on compose avec tout ça? Je crois qu'il faut d'abord dire, pour éviter des interprétations trop simplistes, il y a une tendance, surtout, disons, dans le courant politique auquel j'appartiens ou dans cette mouvance-là, il y a une tendance un peu simplificatrice à dire c'est la faute à Staline. Alors, c'est clair que le stalinisme porte une responsabilité énorme qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas effacer dans l'assimilation, l'intégration, le fait de copier le productivisme capitaliste dans les pays qui prétendaient être en rupture avec ce mode de production. C'est juste. Mais le problème est plus vaste que ça. Et je m'en suis aperçu il y a une bonne quinzaine d'années quand j'ai exploré les écrits du penseur fondateur du courant politique auquel j'appartiens, Léon Trotsky. Et sur les questions écologiques, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe, il faut le dire comme c'est. On lui doit cette citation absolument incroyable: l'homme socialiste déplacera les montagnes, enfermera les mers, détournera les fleuves. Mais c'est ce que Staline a essayé de faire avec son canal entre la mer Blanche et la Baltique et le détournement des fleuves d'Asie centrale pour irriguer. Donc voilà, donc il y a quelque chose de plus profond que simplement le fait que la révolution russe et l'espoir qu'elle a soulevé au niveau mondial a été trahi par une contre-révolution et l'instauration d'un pouvoir bureaucratique dictatorial qui s'est renonçant à l'objectif de l'extension de l'abolition du capitalisme au niveau planétaire, s'est embarqué dans le mythe de cette coexistence pacifique avec ce système, coexistence qui ne pouvait que se terminer par la victoire économique du capital sur une économie non capitaliste, puisque l'URSS était malgré tout une économie non capitaliste. Et donc ça s'est passé comme ça. Donc il faut aller au-delà de la responsabilité de la bureaucratie stalinienne et de la contre-révolution. Il faut interroger le système, les références, le système de pensée, le rapport à la technique qui était au-delà de la fraction stalinienne, qui était dominant dans le mouvement ouvrier et dans le marxisme, et notamment chez Trotsky. Alors c'est dû à quoi? D'abord, je pense qu'il y a tout de même, il faut tenir compte du contexte. Tu évoquais le fait que quand Engels écrivait sur la classe ouvrière à Manchester, c'était dans un contexte d'extrême pauvreté, de manque total d'hygiène, de conditions de vie inhumaines en fait pour les prolétaires. Mutatis mutandis, la situation de l'Empire russe et des masses vivant dans l'Empire russe était une situation d'extrême misère, avec une population paysanne très largement majoritaire, illettrée. Bon, donc l'idée d'un développement économique, de produire plus pour répondre aux besoins, s'imposait. Celui qui aurait dit non, on ne peut pas, on peut se passer d'un développement économique, de plus d'hôpitaux, de plus d'écoles, de plus de moyens de transport aurait été un fou. Donc ça, c'est un premier facteur. Je crois qu'il y en a d'autres. Un deuxième facteur, c'est l'influence de la pensée scientiste et technicienne, technocratique. Et là, chez Trotsky, c'est très fort. Hein. Donc, il chante les louanges de la construction d'un barrage hydroélectrique ou de la construction de centrales électriques fonctionnant à la tourbe. Je ne sais plus les noms, mais enfin, tout ça se figurait dans mon article, qui a d'ailleurs suscité beaucoup de réactions indignées ou perplexes parmi certains de mes amis ou d'autres. Il est avec nous ou pas? J'ai pas Oui, compris. c'est ça, c'est un peu On ça. doit l'aimer ou Il exagère un peu la Tanuro, il est trop méchant. Mais j'avais mis des gants pourtant. Mais alors il y a aussi un autre facteur, je pense, qui est au-delà de cette pensée sur la technique, qui est les références. Quelles étaient les références de ces militants à cette époque-là? Enfin, référence idéologique les références dans les écrits. dans les écrits? Donc, la plupart des militants, tu disais le marxisme a été ultra-productiviste, oui, c'est vrai. Tout au long du XXe siècle, à quelques exceptions près, comme Walter Benjamin, qui est la plus fameuse d'entre elles. Mais pour le reste, tout le monde, tout presque, était productiviste. Mais pourquoi? Parce que dès que tu t'intéressais au marxisme, on te donnait à lire le manifeste du Parti communiste et l'introduction à la critique de l'économie politique, deux documents qui sont typiquement des documents productiviste, ce que quand j'évoquais le tournant de changement de paradigme de Marx. Donc, pourquoi? Parce que c'était des documents relativement courts, relativement faciles à comprendre, tandis s'il faut se taper les 3000 ou 3500 pages du Capital, c'est tout de même un peu plus compliqué. Si on ajoute les théories sur la plus-value en 3 volumes, ça devient extrêmement compliqué. Et puis, si on va fouiller dans les dernières années de Marx et son changement par rapport au peuple colonisé et ce que Kohei Saito et Kevin Anderson ont exploré, on trouve encore autre chose. Mais ça demande un travail de documentation énorme et même tous les documents qui sont exhumés aujourd'hui, on ne les connaissait pas au début du siècle passé. Donc, voilà, donc c'est comme ça. Mais donc je crois que c'est important de casser un certain nombre de schémas
y compris, je dirais, dans notre propre camp. En tant que marxiste, on a une responsabilité particulière à évacuer ce que Ben Saïd, encore lui, appelait les scories productivistes. Et alors là, du point de vue, pour répondre plus directement à ton invitation, là, je crois que, là aussi, Kohei Saito fait œuvre vraiment utile quand il montre l'importance de ce que Marx appelle le passage de la subsomption formelle du travail au capital à la subsomption réelle. Je crois que ça, c'est un truc extrêmement important. L'idée, pour le dire en termes, bon, d'abord, c'est quoi une subsomption? C'est plus qu'une soumission. Une subsomption, c'est une soumission dans laquelle ce qui est soumis est intégré à ce qui soumet, s'intègre à ce qui soumet. Et typiquement, la classe ouvrière est intégrée au capitalisme par le biais de la vente de sa force de travail en tant que capital variable approprié par le patron pour produire de la plus-value. Et Marx explique que cette distinction entre subsomption réelle et subsomption formelle, pourquoi est-elle si importante? Parce que dans une première étape du capitalisme, l'étape des manufactures, le capital a simplement ramassé ce qui était avant des artisans, hommes ou femmes, et les a mis dans un bâtiment commun, sans changer le process productif. Hein, éventuellement en le découpant en étapes pour augmenter l'efficience et la rentabilité, mais le process productif restait le même. C'était celui que les artisans connaissaient, et donc ils pouvaient s'imaginer s'emparer de la production pour la faire fonctionner sans capitaliste. Mais à partir du moment où la science et la technologie, c'est-à-dire l'application de la science à la production, se développent, le process de production lui-même est changé. Les machines interviennent. La grande industrie basée sur le machinisme, il y a non seulement morcellement du process productif, mais il y a transformation du process productif qui n'est plus maîtrisé, qui n'est plus compris dans sa globalité par ceux qui en assument le fonctionnement, par les travailleurs et par les travailleuses. Et ça, Kohei Saito, c'est des textes connus de Marx, ce qu'on appelle le chapitre inédit du Capital. Ce sont des textes relativement connus par des gens qui ont un peu de culture marxiste, mais je trouve que Kohei Saito, il en fait vraiment une présentation extrêmement fertile pour discuter les problèmes actuels. Parce qu'avec cette subsomption réelle, le capitaliste apparaît comme indispensable au processus productif. Et la technologie qui est derrière, et donc la science qui est derrière, tout ça apparaît comme le vrai pouvoir dépossédant les producteurs et les productrices de leur savoir et de leur pouvoir. Donc, la difficulté d'imaginer un changement de système, un changement de mode de production a augmenté avec cette subsomption réelle. Et la conclusion, c'est quoi? Mais la conclusion, c'est une critique radicale de la technique. Mon ami Michael Levy, il a l'habitude de dire, et je pense qu'il a raison, la révolution nécessaire, je ne parle pas d'un coup d'État, je parle d'un véritable processus de changement total de la société, c'est ça une révolution, ne peut pas se contenter de démanteler l'État capitaliste, les institutions qui assurent le pouvoir politique du capital, de la bourgeoisie. Une véritable révolution doit aussi démanteler l'appareil productif qui est le produit de cette subsomption réelle du travail. Et ça, je veux dire, il n'y a pas d'exemple historique de cela. Hein. Il y en a peut-être éventuellement une petite exception avec Cuba, qui a été obligé dans les dernières décennies de réapprendre une agriculture organique, paysanne, parce qu'il n'avait plus les moyens d'avoir assez d'engrais. Donc là, il y a peut-être un petit exemple positif dont il faut tirer les leçons, mais pour le reste, l'essentiel de ce qui s'est passé dans les pays dits socialistes du XXe siècle, c'est au contraire le copiage, le copier-coller des technologies, des techniques et des modes, des processus productifs du capital dans les pays, dans le reste du monde. Et là aussi, Lénine, quand même, je disais, il était plus sensible à la question écolo que Trotsky, notamment sur la question du métabolisme et de la gestion rationnelle dans l'agriculture. Il avait compris le truc de Marx, comme quoi les excréments humains envoyés à la mer, c'était un incroyable gaspillage
de nutriments pour les sols, donc il avait compris ça. Mais par contre, pour ce qui est de singer les technologies capitalistes, il était acritique. Hein. Il disait, il s'inspirait du taylorisme, il faut promouvoir le taylorisme dans l'industrie russe, etc. Donc voilà, alors, là aussi, malgré tout, on trouve des indications chez Marx. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout est chez Marx, comme le fait John Bellamy Foster, parce que ça, c'est une manière stérilisante d'aborder le débat. Hein. Il n'y a rien chez Marx que je sache qui fasse le parallèle entre l'oppression des femmes, la domination des femmes par le patriarcat et la domination de la nature par l'être humain capitaliste ou la domination de la main-d'œuvre par le patron. Ça, ces comparaisons-là n'existent pas. Mais on trouve chez Marx tout de même, dans la dernière période de sa vie, et c'est là aussi, Kohei Saito, il fait œuvre utile. Il entrouvre la porte, Marx entrouvre la porte d'un schéma dans lequel euh, la combinaison de défense de modes de production pré-capitalistes avec des sociétés capitalistes les plus avancées qui ont développé les techniques, les sciences, etc., permettrait à certaines régions du monde, la Russie en particulier, de passer à côté d'une étape capitaliste de développement. Ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Et c'est à partir de là, je pense, qu'il faut essayer de travailler. Mais je dois dire, je ne me suis encore jamais, personnellement, vraiment penché sur la question de qu'est-ce que ça signifierait concrètement détruire le machinisme et la grande industrie et comment les remplacer pour satisfaire les besoins. C'est un énorme chantier de l'élaboration et de la pensée alternative qu'il faudrait développer. Je suis peut-être trop vieux pour m'y attaquer, c'est peut-être pour les autres. Mais justement, quand on parle d'écosocialisme, je pense qu'il y a beaucoup d'avenues qui sont ouvertes. Tu mentionnes que c'est un peu de la politique fiction, l'écosocialisme en ce moment. Bon, il y a des moyens assez évidents, imposer les patrimoines, taxer les plus-values, lever les secrets bancaires, enfin, les trucs de venir trouver les sous là où ils sont pour faire quelque chose par après. Donc ça, c'est plutôt limiter la casse et développer quelque chose de nouveau. Cette nouvelle chose, dans ce que je lis, il y a pas mal d'éléments où on doit faire attention. On a besoin d'une vision unificatrice. Donc pour le moment, je ne sais pas. On sait ce sur quoi on est contre, mais il faut aussi ce sur quoi on est d'accord et on veut travailler ensemble. Il y a une convergence des efforts, que ça soit, on parlait des syndicats, je pense que c'est des personnes qui vont devoir être là, parce que évidemment cette classe écologique, comme disait Latour, je ne suis pas sûr qu'elle existe ou qu'elle va exister, donc il faut qu'on trouve vraiment les personnes là où elles sont, les extraire du capitalisme pour les réinsérer dans l'écosocialisme. Et puis il y a aussi, si on enlève quel est notre rapport face à cet outil productif, est-ce que ça va être une nouvelle phase de production, un peu à la planification écologique à la Cédric Durand? Est-ce que ça va être plutôt du Murray Bookchin beaucoup plus autonome? Enfin, voilà. Après, il y a, je pense, plein d'alternatives devant nous qui peuvent jouer. Première chose, peut-être, quel type d'alliance, comment on se met ensemble, comment on fait avancer la chose, quoi. Je pense que c'est la première. Après, on va diverger par rapport aux visions, et tant mieux. Peut-être qu'il n'y aura pas de vision unique et il ne faut pas se leurrer que tout le monde va être d'accord sur la vision unique. Mais en tout cas, tu disais aussi dans ton livre, et je suis d'accord avec toi sur la question que les mouvements écologistes deviennent de plus en plus politisés également, ou socialisés en tout cas. Les mouvements sociaux, oui, pas les partis. Enfin, non. Oui. Oui. Non, je parlais des marches pour le climat, etc. Oui. Tu parlais de Greta qui est de plus en plus juste sur ces luttes. Voilà, ça, je trouve que c'est super inspirant, parce qu'au début, je pensais que c'était une lutte dépolitisée et que c'était des instruments du capitalisme plutôt qu'autre chose. Ah oui, tu pensais ça? J'étais un peu pris de court. L'agent d'Al Gore. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je voyais de manière
Le capitalisme adore récupérer toute innovation. Du coup, c'était on va applaudir des enfants qui sortent dans les rues et ne jamais rien faire, quoi. Oui, et inviter Greta à Davos. Exactement. Oui. Mais elle a remis Ah, des gens à leur place bien fortement aussi, quoi. Donc, quelle femme! ouais. C'est que des femmes dont on est fier qu'on a mentionné aujourd'hui, que Ouais, ce soit Julia, que ce soit Greta, ouais. oui, oui. Mais d'abord, je crois, si on veut discuter alliance, la première chose, c'est de délimiter les limites quand même. Tracer les limites. Donc, tu parlais de la classe écologique de Bruno Latour. Pour moi, ça, c'est véritablement la piste qu'il ne faut pas suivre. C'est la piste qui sème la confusion totale. On a besoin de rassembler, pas tout le monde, dans une classe écologique qui n'existera jamais, hein, parce que Bruno Latour, c'est ça qu'il veut faire. Il faut rassembler les industriels, les commerçants, les agriculteurs, agricultrices, les travailleurs, travailleuses, les chômeurs, tout le monde, là, au niveau de son territoire, d'élaborer son cahier de doléances. Et s'il y a des anciens, des néolibéraux dans l'affaire, c'est pas grave, du moment que tout le monde se définit comme terrestre. Alors là, le mot valise est lancé. Nous sommes des terrestres, et nous sommes la classe des terrestres, et nous devons accepter de vivre comme des termites. Hein. Donc, dans son bouquin, là, je ne sais plus lequel, il commence avec cette métaphore-là. Donc ça va exactement. Donc, j'ai l'habitude de dire, Bruno Latour, c'est pas qu'il ne nous aide pas, c'est qu'il nuit, c'est un obstacle. Cette pensée sur le tous ensemble, ni gauche ni droite, est un obstacle à ce qu'il faut faire. Euh, Récemment, j'avais un débat avec une personne que j'apprécie beaucoup, Isabelle Stengers, qui a beaucoup de liens avec feu Bruno Latour. Et j'ai été assez carré dans la discussion. J'ai dit, parce qu'il y avait pas mal de partisans de Bruno Latour dans le public, j'ai dit Bruno Latour, il est à droite du pape François. L'encyclique Laudato Si est traversée d'un bout à l'autre par une vision sur l'injustice sociale que représente la crise écologique, le fait que les pauvres qui n'en sont pas responsables ou très peu sont ceux qui vont en être les principales victimes. Et le pape impute ça non pas au capitalisme ou à la course au profit, mais à l'appât du gain, à l'avarice, à des notions morales. Mais au moins c'est présent. Il y a une vision sociale dans la... On ne la trouve pas chez Bruno Latour. Il n'y a aucune vision sociale. Personne ne m'a jamais montré un extrait de texte où Latour dirait qu'il y a un problème des pauvres face à la crise écologique. Non, pour lui, c'est tout le monde, on est des terrestres, on se réunit. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je ne dis pas que les apports de Bruno Latour à la sociologie des sciences ou à la critique des sciences sont négligeables. En fait, je ne connais pas cette matière-là, donc je ne m'y aventure pas. Mais du point de vue du sujet dont on discute, c'est-à-dire quelle stratégie, quelles alliances pour lutter contre la catastrophe et sa transformation en cataclysme, selon moi, sa pensée est nuisible. Il est d'ailleurs à droite non seulement du pape, mais il est à droite d'Europe Écologie Les Verts en France, par exemple, qui a choisi un camp, gauche-droite. Et dans son bouquin Mémo pour une nouvelle classe écologique, Latour reproche justement à l'écologie politique de s'être alignée entre gauche et droite. Donc voilà. Donc quelle stratégie d'alliance? Je crois qu'une autre chose à ne pas faire, c'est faire ce que a proposé récemment ce géographe américain, comment s'appelle-t-il? Matt Huber, je crois. Mathieu Hubert, ouais. Matthew Huber, oui. En fait, lui, c'est à partir de l'idée que le capitalisme est responsable. Ça, c'est le capitalisme est responsable. 2, seuls les exploités, la classe ouvrière peut renverser le capitalisme. Donc 3, on attend Godot. On attend Godot. Il y a une interview où il le dit explicitement. Je ne sais plus dans quel journal elle a été reproduite en français. Et je ne sais pas si j'ai... Oui, je crois que j'ai mis les références dans le bouquin. On lui pose la question, que faut-il faire alors concrètement? Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre que le syndicalisme se réveille, que la classe ouvrière se réveille. Ça, c'est à mon avis, ça c'est la recette pour l'impuissance. Hein, on attend et on est déresponsabilisé. Donc, moi, ce que je propose, c'est une stratégie qui part d'un constat, un double constat. Un, la classe ouvrière est, pour l'essentiel, victime de la subsomption réelle,
avec toutes les conséquences idéologiques, c'est-à-dire l'idée très forte que la satisfaction de ces besoins légitimes dépend de la croissance. D'ailleurs, les syndicats expriment ça régulièrement. Il faut une politique de croissance. Donc ça, c'est le premier aspect du constat. Donc là, il y a un gros problème. Donc si on attend que ça se résolve tout seul, ça risque de ne pas se résoudre. Au contraire. Et la deuxième partie du constat, c'est que les forces qui sont aujourd'hui concrètement à l'avant-garde de mouvements sociaux, de luttes écologiques, sociales, concrètes, c'est les peuples indigènes, les paysans, petits producteurs, syndicats via Campesina au niveau mondial, la jeunesse, et dans ces trois catégories de la population, les femmes sont au premier rang. Ça, c'est le constat. Donc, ce que je pense qu'il faut faire, disons, le schéma stratégique ou l'hypothèse stratégique à avoir, c'est que la convergence entre ces trois composantes, ou la confluence, pour ne pas donner l'impression qu'il s'agit de mettre tout le monde sur un programme minimum commun entre ces trois groupes ou ces quatre groupes, disons, la confluence de ces forces-là permettent de mener des luttes qui ouvrent des débats politiques sur l'orientation à suivre face à la crise écologique et sociale et développent une orientation, une stratégie qui interpelle, qui met sous pression, qui déstabilise, qui critique, qui affronte, s'il le faut, le mouvement ouvrier, pour casser le lien des travailleurs avec le productivisme capitaliste. Ça, pour moi, ça c'est l'hypothèse stratégique. Et dans cette hypothèse stratégique, il y a un paragraphe supplémentaire, qui est une hypothèse dans l'hypothèse, qui est que ce qu'on appelle le secteur du soin et du lien, dans, disons, l'ensemble du monde du travail, constitue probablement un des terrains les plus favorables pour opérer ce détachement avec le productivisme parmi les salariés. Pour une série de raisons, parce que c'est le secteur du soin et du lien, qu'il y a une idéologie de ce secteur où on dit aux gens, aux travailleurs et travailleuses, vous êtes là pour prendre soin des gens et de la planète, alors qu'en réalité, on leur impose des objectifs de rentabilité et l'austérité budgétaire. Aussi parce que c'est un secteur qui est non délocalisable pour l'essentiel. On ne peut pas soigner les gens au Bangladesh, il faut les soigner ici, et vice-versa. Et parce que c'est un secteur où la main-d'œuvre est très féminisée, avec beaucoup de femmes d'origine étrangère, et que ça, c'est un facteur qui favorise des prises de conscience écologiques liées au rôle que les femmes ont du fait du patriarcat dans le soin aux personnes. Donc voilà, ça c'est l'hypothèse. Est-ce que ça peut marcher ? Je pense que si ça ne marche pas, on est mal. D'abord, premièrement, je vois tout de même des signes avant-coureurs positifs dans un tableau d'ensemble qui reste très noir, en ce sens qu'on est terriblement en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire pour arrêter le désastre, mais il y a quand même, on ne peut pas faire il n'y a pas autre chose à faire que de lutter et d'espérer que les signaux positifs se multiplient. Pour ma part, l'affaire de Notre-Dame-des-Landes était un signal positif énorme en France, d'abord parce qu'il y a eu cette convergence entre les petits agriculteurs, les riverains et les zadistes, convergence déjà ou confluence improbable, mais surtout parce qu'il y a eu un lien avec le mouvement syndical. La CGT de Vinci, alors que Vinci devait construire l'aéroport, s'est prononcée contre la construction et pour le soutien à la lutte, au point qu'ils ont été sur le terrain. Ce n'est pas un soutien comme ça purement du bout des lèvres, non, ils ont participé à la grande manif des bâtons, là, pour empêcher l'expulsion des zadistes par les flics de Macron. Ils étaient là, physiquement, avec leur drapeau, de façon visible. Donc, et je pense que c'était un élément de la victoire. C'était un élément, en tout cas, qui a contribué à politiser l'affaire au-delà de la région où l'aéroport devait être implanté, à en faire une question politique nationale. Voilà. Donc voilà, ça c'est un signe positif. Je pense que ce qui se passe en Italie avec la reprise en autogestion de l'usine d'équipement automobile GKN par un collectif d'ouvriers qui fabrique aujourd'hui notamment des vélos cargo, ça montre les possibilités qui existent.
Et récemment, j'ai eu la chance d'être invité, comme je te le disais avant qu'on commence, par la CGT de Loire-Atlantique pour un week-end sur l'écosyndicalisme. C'est des militants locaux de la CGT qui ont organisé ce week-end. Et ils avaient mis en lumière, mis en vedette plusieurs expériences concrètes de lutte éco-syndicale. Notamment, j'ai été fort frappé par le témoignage d'un ouvrier de l'industrie biscuitière qui expliquait comment la dégradation de leurs conditions de vie, de travail, de salaire avait évolué en même temps que la dégradation de la qualité euh, écologique ou gustative du produit. Il faisait donc des trucs remarquables. Et sur cette base-là, surtout, ça m'a ouvert la porte pour avoir un dialogue, une conversation avec Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, sur la question de lutte syndicale, lutte écologique. Et je dois dire que ce qu'a dit Sophie Binet, je ne sais pas dans quelle mesure ça engage toute la CGT et tout son appareil, mais ça me semblait extrêmement intéressant et aller très, très, très franchement dans le bon sens d'une convergence des luttes et d'une compréhension, et ça je crois que c'est très, très important aujourd'hui, une compréhension du fait que si le syndicalisme, si les forces du monde du travail ne parviennent pas à se saisir du défi écologique à partir de point de vue de gauche, de point de vue humaniste, de justice sociale, c'est l'extrême droite qui va utiliser le backlash anti-écologique pour se renforcer. Et c'est quelque part une des leçons de la victoire de Trump également. Donc ça me semble des indications franchement très, très, très intéressantes, très importantes, très positives, même si elles restent aujourd'hui, hélas, extrêmement minoritaires dans le panorama syndical international. Oui, je pense que, en tout cas, pour les personnes de la recherche, ce serait une étape essentielle de venir parler avec les syndicats, de venir comprendre la mécanisme du travail, Ah, absolument. et puis s'engager. Enfin, il y a une demande dans les deux sens qui est assez grande, assez forte. Je pense que tout le monde est à la recherche de nouvelles réponses, mais on ne sait pas où les trouver. Tu parlais des références également. Enfin, comment trouver, comment avoir les mêmes références avec les personnes autour de la table. Peut-être que les mots tels que le capital océan, etc., peuvent être une porte d'entrée, mais qu'elles peuvent être limitées par après. Et donc, voilà, je pense que pour conclure, on peut essayer de réfléchir à quelques éléments, quelques références, quelques travaux, quelques luttes qui peuvent rassembler. Tu as parlé de Notre-Dame-de-Landes. Quels sont les autres éléments qui peuvent être un peu un langage commun, des références communes qui seraient intéressants pour rapprocher pour faire ces alliances ou rapprocher certaines luttes? Oui, avant d'embrayer là-dessus, je voudrais tout de même pointer l'importance de ce que tu as souligné quand tu as mentionné, quand tu dis qu'il y a un besoin de contact, un besoin de part et d'autre, du monde des chercheurs, d'avoir un contact, non seulement avec les mouvements socio-écolos radicaux, parce que ce contact-là, il est déjà là. Hein, beaucoup de chercheuses, chercheurs du courant décroissant et social là, sont aussi des militantes et des militants, mais aussi avec le mouvement syndical. Et je pense que là aussi, ça évolue dans le bon sens. Donc, outre Notre-Dame-des-Landes, il y a la présence visible de plusieurs secteurs syndicaux à la grande manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, violemment réprimée. Et puis, la présence tout de même que les médias ont noté de Valérie Masson-Delmotte, ancienne co-présidente du Hein. GT1 du GIEC, au rassemblement de protestation contre la volonté de Darmanin d'interdire les soulèvements. Elle ne fait pas partie, que je sache, du courant des décroissants socio-démocratiques, mais c'est une scientifique de renom, de grande rigueur, une femme remarquable d'ailleurs, et sa présence là, je crois que c'est très, très, très important. Et je suis persuadé que les écosocialistes, tout petits, minoritaires qu'ils soient, parce qu'ils ont ces contacts limités encore, avec le monde de la recherche, avec les penseurs et les chercheurs antisystémiques, peuvent jouer un rôle de facilitateur dans les liens
avec des militants syndicaux. Moi, je connais des militants syndicaux, des militantes syndicales qui, à l'occasion, me disent, mais tu ne pourrais pas nous suggérer quelle personne inviter pour faire un exposé, répondre aux questions de travailleurs et de travailleuses. Et c'est autre chose que si moi je le fais. Même si j'ai un certain nombre de connaissances, des dossiers, comme on dit, qui permettent de répondre à des militantes, et des travailleurs et des travailleuses, c'est différent si c'est quelqu'un de l'université qui est chercheur ou chercheuse, qui collabore aux travaux du GIEC, qui est lead-auteur d'un chapitre c'est différent. Ça a plus de légitimité et ça encourage les syndicalistes à aller de l'avant dans cette voie-là. Alors ça m'éloigne un peu de la question qui était comment faire, c'est ça? Bah, par rapport aux références communes, est-ce qu'il Ah y a, oui, comment on est d'accord sur la convergence des luttes, on est d'accord sur la convergence des actions, qui font un programme contenu. Il y a des fois, peut-être pour conclure, certains éléments, quoi. Certaines personnes qui écrivent, certains livres, certains concepts que tu aimes mettre au centre de la table pour faciliter cette alliance, quoi. mais je pense que Murray Bookchin, puisque tu l'as cité, ce qui est extrêmement positif chez lui et auquel j'adhère pleinement, c'est l'idée d'une véritable démocratie socialiste ou éco-socialiste, c'est-à-dire et il n'y a pas de démocratie sans décentralisation, je m'excuse. Donc on ne peut pas imaginer un système planifié uniquement centralement, disons, qui soit un système démocratique. Pour moi, ça... Alors, je ne sais pas comment on va résoudre Oui, ce c'est une problème-là. équation assez Surtout compliquée, que hein, ouais. c'est un truc ultra compliqué, d'autant Ouais. plus qu'il y a une nécessité d'une planification, y compris au niveau planétaire aujourd'hui. Donc comment articuler? Mais donc, Bookchin, je trouve que son insistance là-dessus, sur le niveau des territoires, et ça va d'ailleurs... Il y a une certaine convergence avec ce que font les soulèvements de la terre, hein, dont on parlait, qui est de dire, bon, il faut aller au-delà des grandes messes, des grandes manifestations pour le climat, qui réunissent 100 000 personnes, même si elles sont très importantes et s'il faut les continuer, mais il faut ancrer ça au niveau local dans des combats concrets et dans ces combats concrets, mobiliser des collectifs d'habitantes, d'habitants, de travailleurs, de travailleuses, d'usagers, pour démocratiquement essayer de poser les jalons d'une autre manière d'envisager la production, la reproduction sociale, la satisfaction des besoins, etc. Mais donc, la limite de Bookchin, pour me limiter uniquement à cette question-là de son travail, c'est qu'il faut une planification quand même. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas une planification quelque part au niveau planétaire, in fine, mais aussi, commençons au niveau national ou au niveau subcontinental. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour relever ce défi-là? À mon avis, on ne peut le faire que si on a une vision, je dirais, très fédéraliste de ce que peut être une planification et une centralisation. Mais ça pose des tas de questions très compliquées, y compris des questions concrètes du genre, est-ce qu'on est pour le mandat impératif? Donc, qui dit centralisation démocratique dit un mécanisme où des collectifs locaux qui gèrent un certain nombre d'affaires en toute autonomie élisent des représentantes et des représentants pour aller à un niveau entre guillemets supérieur, hein, je mets bien des guillemets, et puis que de là encore d'autres représentants soient élus pour aller... Mais le grand problème de la bureaucratie, c'est que de ce mécanisme de centralisation du pouvoir, la démocratie s'est nourrie justement et qu'elle s'est assise là-dessus. Et donc ça pose par exemple la question du mandat impératif. Est-ce qu'un délégué a un mandat impératif de ses mandants? Ou est-ce qu'il peut, sur base de la discussion à laquelle il aura participé, changer d'avis? je, Sur base de l'expérience du mouvement des Gilets jaunes, j'incline à penser qu'il faut plutôt accepter l'idée du mandat impératif. Et que si ça bloque, ben, il faut retourner, il faut rediscuter, il faut recommencer la discussion. Et si le délégué a été amené à l'idée, à la conclusion que son mandat n'était pas bon, ben, il faut qu'il retourne auprès de ses mandants pour le leur dire et discuter avec eux et essayer de les convaincre. Enfin, par exemple. Mais donc, ça veut dire que les problèmes sont quand même... je ne sais pas comment on va en résoudre, comment on va les résoudre, franchement. Et je pense que
il y a des limites évidentes aux exercices en chambre, comme la rédaction d'un ouvrage comme celui-là ou comme d'autres. Et que, quelque part, c'est du vivant des luttes que seulement la solution peut venir. Et dans un dialogue ou dans une interaction entre l'expérience des luttes et les gens, les penseurs, pour employer ce grand mot, qui réfléchissent à l'évolution des luttes et qui réfléchissent aux problèmes que nous venons de discuter et de soulever. Je ne vois pas d'autre solution. Si on prend l'expérience récente en Europe, la lutte la plus avancée, qui ressemble à quelque chose de révolutionnaire, même si ce n'était pas une révolution, c'était le mouvement des Gilets jaunes en France, indiscutablement. Il y a beaucoup de choses à en retirer, beaucoup de choses à en retirer. Quels sont les secteurs clés? Quelles sont les formes d'action privilégiées? Ce blocage des ronds-points, c'est une innovation, par exemple, dans la stratégie des luttes. Plutôt que de bloquer les lieux de production, c'était bloquer la mobilité. Enfin bon, voilà, donc j'espère que de l'expérience des luttes puissent émerger des idées et des problèmes nouveaux à résoudre et qui donnent du grain à moudre aux militantes et aux militants qui, comme moi, essayent de penser un peu toute l'énorme difficulté de la manière de relever le défi, quoi. Donc, qu'est-ce qui va sortir de Valence aujourd'hui? Tu as vu cette énorme manifestation, je ne sais pas combien, j'ai vu que les photos, je n'ai pas vu d'estimation du nombre de gens présents, mais j'ai vu le texte, l'appel, qui est un appel absolument remarquable, hein, en faveur d'un tournant systémique. Donc voilà, les choses ne peuvent venir que de là et de l'interaction avec la pensée. Et dans le fil des luttes, les choses peuvent évoluer très vite par bond, hein, on est parfois surpris. Cette histoire de Valence, ce texte d'appel à cette manifestation, ce texte remarquable qui est antisystémique, qui eût cru que ça allait surgir? Sans la catastrophe, ça ne serait pas surgi. Et voilà, donc quand les masses se mettent en mouvement, pour employer cet horrible terme de masse, les choses peuvent avancer de façon à une vitesse supersonique, quoi. La conscience peut progresser par bonds, et en général, les militantes et les militants besogneux qui ont les yeux fixés sur la noirceur du paysage aujourd'hui sont surpris et ne parviennent pas à croire que l'avenir s'éclaire au moment où il s'éclaire, quoi. Il y a toujours un retard. Ouais. Hein? Voilà, je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse, mais j'en ai pas d'autres. Oui, certainement qu'il n'y en a pas une satisfaisante. Mais en tout cas, merci beaucoup, Daniel Taniero. Mais merci à toi pour l'invitation et pour cette discussion. Voilà, je pense que j'ai essayé avec cette discussion qu'on aborde, on a parlé de technocritique avec François Jarige, on a parlé de modèle climatique avec Julia Steinberger et ses comparses, on a parlé de Jason Moore et du Capitalocène qui commence en 1492, on a parlé de Farhana Sultana sur le colonialisme vert, donc il y a plein de questions qu'on a abordées. Je vous recommande d'aller lire le livre de Daniel Taniero, Écologie, lutte sociale et révolution, préfacé par Timothée Paric. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre discussion.